Bonjour et bienvenue dans l'activité 2 du cours 3. Nous allons revenir ici sur les difficultés auxquelles un évaluateur peut être confronté et à sa place dans le processus d'évaluation. Tout d'abord, évaluer est une démarche délicate. En effet, parce que les élus qui doivent assumer leurs choix de politique, comme les services qui mettent en œuvre la politique, redoutent souvent d'être jugés. Ils sont à la fois demandeurs de l'évaluation car ils veulent améliorer leur impact et inquiets des conclusions qui peuvent remettre en cause leurs décisions, voire leur travail. Il est donc nécessaire d'adopter une communication adaptée tout au long du processus d'évaluation. Il faut noter que la place de l'évaluateur dans le dispositif d'évaluation varie en fonction de l'organisation de l'évaluation. L'évaluateur peut donc se retrouver plus ou moins proche au quotidien des parties prenantes à la politique évaluée. Dans le cas classique de l'évaluation, c'est un évaluateur venant d'un bureau d'études qui listera les documents dont il a besoin et qui se rendra ponctuellement sur place pour réaliser les entretiens et les visites et conduire les réunions de groupe. On parle alors d'évaluation externe. Elle a l'avantage de garantir la neutralité et l'indépendance des évaluateurs et de permettre à la structure demandant l'évaluation d'avoir accès à de nouvelles compétences pas toujours disponibles en interne. Mais en contrepartie, ce type d'évaluation est plutôt coûteux, car il fait appel à des experts qui facturent à un taux élevé leur temps de travail. De plus, les évaluateurs étant complètement externes à la structure, il leur faut comprendre la complexité de la structure, comprendre les enjeux et les non-dits, et identifier les personnes à rencontrer. On peut aussi mener une évaluation interne en s'appuyant sur les ressources humaines et financières qui sont propres à la structure. L'évaluation est alors réalisée par des personnes ayant une connaissance de l'intérieur de la politique évaluée. Cela a des avantages. L'évaluation interne permet d'aller plus rapidement à l'essentiel, un accès a priori plus facile aux informations et un transfert simplifié des conclusions. Mais elle peut comporter quelques risques, comme le manque de recul sur l'objet évalué, ainsi qu'un risque d'auto-justification, voire le manque de légitimité vis-à-vis des collègues évalués. À mi-chemin entre l'évaluation externe et l'évaluation interne, on trouve l'évaluation accompagnée. Dans ce cas, l'évaluation est co-construite entre une équipe interne et un accompagnateur externe qui partagent le temps de l'évaluation les mêmes locaux. Ce type d'évaluation a pour avantage d'allier la bonne connaissance de la structure de l'équipe interne et les compétences méthodologiques de l'accompagnateur externe. L'inclusion de l'évaluateur dans le quotidien des services, le temps de l'évaluation permet également à l'équipe interne de prendre du recul sur l'objet évalué. Mais d'un autre côté, il peut arriver que l'évaluateur ait des difficultés à se positionner au sein de l'équipe interne. Des tensions, voire des tentatives de manipulation peuvent également apparaître. Au-delà de ces questions de positionnement, l'évaluateur peut faire face à la difficulté de données indisponibles ou incomplètes qui ne lui permettent pas d'avoir un panorama complet des actions et des résultats. C'est surtout le cas lorsque le dispositif de suivi a été négligé. Il lui faut alors choisir des indicateurs qui peuvent être renseignés à partir des données fiables qu'il peut rassembler et faire en sorte que ces indicateurs mesurent correctement l'atteinte des objectifs assignés à la politique. À cela s'ajoute la difficulté de faire parler les acteurs impliqués dans la politique. Il faut choisir les bons interlocuteurs et préparer les entretiens à l'amont. Il n'est pas rare de devoir revenir pour un deuxième entretien de confirmation dans une seconde phase d'évaluation. Les entretiens en face à face se préparent par des guides d'entretien semi-directifs, mêlant à la fois questions ouvertes et fermées et permettant ainsi à la fois de recueillir des données quantitatives et des opinions, avis, eux aussi très précieux. Les entretiens de groupe ou focus group sont aussi un moyen d'apprendre beaucoup en faisant dialoguer plusieurs personnes ensemble sur leur compréhension et leur perception de la politique en place. Enfin, il est important de mettre en cohérence les diverses sources d'informations qui peuvent parfois être contradictoires. On dit parfois qu'il faut trianguler les sources d'informations, c'est-à-dire pouvoir retrouver la même information par 3 sources différentes et indépendantes. Cela permet de tirer des conclusions plus robustes. Mais heureusement, l'évaluateur peut compter très souvent sur l'aide du comité de pilotage pour cadrer l'évaluation, faire des choix méthodologiques et tester les conclusions. Un comité de pilotage bien choisi et qui prend son rôle à cœur joue un rôle clé dans la réussite d'une évaluation. Bien souvent, il est composé d'un président,
en théorie le plus neutre possible, c'est-à-dire connaissant la politique mais sans y être directement impliqué. Et quand c'est possible, d'un ou de plusieurs représentants pour chaque partie prenante, les bénéficiaires, les financeurs, les décideurs, les services, etc. Un comité de pilotage peut compter entre 10 et 15 membres généralement. Le comité de pilotage est le moteur de l'évaluation. C'est lui qui accompagne le processus d'évaluation de bout en bout. Il se réunit pour élaborer le projet d'évaluation, il valide les enjeux de l'évaluation, cerne les attendus de l'évaluation, les questions évaluatives et les orientations méthodologiques. Il se réunit aussi pour valider le cahier des charges de la politique à évaluer et pour choisir le prestataire retenu ou l'équipe d'évaluation en interne qui devra s'en occuper. Poursuivre l'évaluation, garantir la démarche et valider le rapport final et les recommandations. Cela passe par des rendez-vous réguliers avec l'équipe d'évaluation pour discuter des avancées et des résultats. Enfin, pour accompagner et assumer la communication des résultats. Un bon comité de pilotage peut faire beaucoup pour apaiser les tensions et asseoir la légitimité des conclusions. Il est donc essentiel de le choisir avec soin et de s'assurer qu'il comprend les enjeux de sa mission. Merci de votre attention. Rendez-vous dans le cours 4 qui présente les témoignages de 2 évaluateurs.